Bonjour à tous, merci d'être présents pour le temps fort Caprin. On va commencer par une petite intervention d'Antoine Lardeux pour la NICAP et un petit point FCO. Après, on va avoir une vidéo de Chevrette de France sur l'accompagnement des jeunes installés. Et après, on aura notre temps fort interview avec nos 3 jeunes installés. Sur des échanges questions-réponses. Donc je passe la parole à Antoine. Merci Mégane. Donc en attendant la zapette pour avancer, voilà. Donc une petite intervention comme on a pu faire l'année dernière. J'étais présent pour vous présenter la nouvelle interprofession laitière Caprine, donc qui s'appelle la NICAP Pays de Loire Bretagne. Juste peut-être un petit rappel sur le nombre d'élevages. Donc, on vous avait présenté l'année dernière les chiffres et donc je repasserai très rapidement sur les chiffres des Pays de Loire et de la Bretagne. Alors nous, on peut plus s'attarder sur la partie Pays de Loire, donc c'est à peine 500 exploitations sur notre région. Il faut quand même se rendre compte que c'est quand même 15% du cheptel français et depuis 2020, c'est plus 11% d'exploitation caprine dans notre région. Donc la dynamique, elle est plutôt à l'ouest, aussi en Bretagne. Il faut savoir qu'en Bretagne, c'est 167 exploitations. Des éleveurs très jeunes en Bretagne, 30 ans de moyenne d'âge. Et puis, c'est la particularité quand même pour les Bretons, c'est 2/3 qui sont en élevage fermier. Donc aujourd'hui, on a plutôt souhaité faire une intervention sur déjà faire un point sanitaire. Donc là, aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'on n'a pas d'animaux dû à des problématiques sanitaires et notamment la FCO. Il nous paraissait important de refaire un point, même si on n'en parle pas énormément en filière caprine. Quand vous regardez les cartes qu'on a aujourd'hui, eh bien on s'aperçoit quand même que l'ouest de la France a été très touché. Alors pour le département de la Vendée, c'est un petit peu moins. Là vous voyez donc depuis le mois de juin, 47 cas en FCO 3 et 158 cas en FCO 8. Mais globalement, on s'aperçoit quand même que notamment la région Bretagne ou la région Normandie ont été très impactées. Donc c'est vraiment des situations qu'on doit regarder parce qu'on n'est pas à l'abri que dans les années à venir, on soit aussi confronté à ces épidémies et qu'on soit surtout aussi impacté en filière caprine. Donc on voulait vous rappeler que les caprins peuvent être touchés comme les bovins. On a mis les symptômes divers, donc ça peut être des ulcères, des langues bleues, évidemment de la fièvre, des boiteries, un abattement global et surtout, ce qui impacte dans nos élevages, la perte de lait. Donc on sait que ça affecte plutôt temporairement les troupeaux, mais on pourrait penser, au vu du nombre assez minime de cas en caprin, que finalement l'espèce caprine est peu touchée. En réalité, elle peut l'être de ces maladies. Donc, il faut savoir, et c'est certainement pas assez su, le caprin bénéficie d'une prise en charge par l'État comme la filière ovine ou comme la filière bovine. Donc, pour détecter la maladie, vous êtes pris en charge sur une visite vétérinaire, des prélèvements et des analyses. Et ça, c'est un arrêté ministériel. Donc, si vous le souhaitez, si vous avez le besoin, vous pouvez, comme l'espèce ovine et comme l'espèce bovine, faire des dépistages. Et c'est quand même des éléments très importants. On a aussi entendu sur le terrain, certains vétérinaires ne savaient pas comment faire pour la filière caprine. Et ben, on adopte le même protocole que pour le bovin. La vaccination, elle est aussi possible avec les 2 sérotypes, le 3 et le 8. Donc par la méthode, dans le cadre de la cascade. Et donc là, en collaboration avec vos vétérinaires, vous pouvez vacciner vos animaux. Et bon, on sait qu'il y a des impacts notamment sur la reproduction. Et donc il y a des vraies questions à se poser
pour la prochaine saison de reproduction 2026 sur la vaccination ou pas des boucs et sur la vaccination évidemment des femelles. Mais en tout cas, je vous invite à en parler avec vos vétérinaires. La vaccination est possible aussi en filière caprine. Donc, vous avez autour de vous des QR codes et vous avez certainement reçu dans vos exploitations, dans vos boîtes mail, une enquête donc, qui a été réalisée par l'ANICAP Pays de Loire. Donc, moi, je vous invite, même si vous n'avez pas été impacté dans vos troupeaux, je vous invite à la remplir pour qu'on fasse un état des lieux, ce qui a pu faire et qu'on puisse surtout réagir pour les années qui viennent, parce qu'on le voit sur la filière laitière bovine, ça a quand même un impact sur la collecte de lait en Bretagne notamment. Donc c'est des choses qui sont importantes à prendre en compte dans notre filière, sachant que la particularité qu'on a quand même en filière caprine, c'est que la saison de reproduction est concentrée sur 2 mois. Et donc si on a une pression virale à ces moments-là, ça pourrait être très impactant pour notre filière. Le deuxième sujet qu'on voulait vous rapporter aujourd'hui, c'est les nouveaux accords interprofessionnels qui ont été signés en 2025 et qui seront en application en 2026. Donc, tout d'abord, un accord analyse qui a été signé le 17 juin et qui a été étendu pour les pouvoirs publics. Je les passerai après, mais c'est sur l'ensemble des analyses par collecte. Et puis un accord qui est non entendu par les pouvoirs publics et donc qui est d'application volontaire par les opérateurs de la filière. Donc pour les analyses, l'accord analyse, donc concrètement ça change quoi? Auparavant vous étiez analysé 3 fois par mois. Maintenant il y aura une analyse systématique à chaque livraison sur la matière grasse, matière protéique, l'urée, les cellules, les résidus d'antibiotiques et la cryoscopie. Sur l'immunoglobuline, ça change aussi. Donc avant, c'était une analyse par décade de octobre à mars. Et maintenant, ça passe de septembre à avril. Et le reste de l'année, c'est 1 fois par mois. Et il n'y a plus sur ces analyses-là de tri matière grasse, matière protéique. Ça, c'est un critère qui a été enlevé parce qu'il a été prouvé que finalement, ce critère-là ne déterminait pas et n'imposait pas d'analyse quand on constatait des écarts matière grasse, matière protéique. Sur le classement, donc là c'est volontaire et donc là je vous invite les éleveurs pour le coup à discuter avec vos laiteries, avec vos organisations de producteurs sur l'application de l'accord classement. Donc là, c'est que des préconisations. Donc en germe, on reste à 500 000 avec des écarts A, B, C, D qui ne changent pas à ce qui avait été fait sur l'accord de 2012. Sur le cellule, c'est la même chose. Et puis sur les immunoglobulines, pareil. Mais sachant qu'aujourd'hui, avant on avait un cadre. Aujourd'hui, les laiteries sont libres d'appliquer la préconisation qu'ils veulent, avec un montant de pénalisation qu'ils souhaitent aussi faire. Sachant qu'on a quand même l'accord des entreprises, et notamment des grosses entreprises collecte de lait de chèvre, qui s'engagent à ne pas plus pénaliser les éleveurs qu'ils ne le faisaient jusqu'à aujourd'hui. Et donc, là, c'est sur les résidus d'antibiotiques, donc un changement. Donc, vous le voyez comme moi, en cas de prévenance, donc dans la limite de 1 fois par mois par 12 mois glissant, une indemnité à 50% du lait détruit. Alors là, c'est bien sur la collecte dont vous avez contaminé le tank. Et donc après, en fonction du nombre de fois que vous mettez de l'antibiotique dans le tank, alors heureusement, ça arrive très peu, mais ça peut arriver, vous voyez que la pénalité évolue en fonction des fautes qui sont commises sur l'année. Donc merci de votre attention. Je vous invite sur ces nouveaux cadres qui seront enclenchés pour 2026, je vous invite à vous rapprocher de vos laiteries. Pour les responsables professionnels,
à discuter avec les laiteries sur notamment les choses qui sont de façon faites volontairement, où il y a moyen pour les éleveurs de pouvoir négocier toutes ces choses-là. Je ne vous embête pas plus longtemps, je redonne la parole à Steven. Merci Antoine, tu as été bon. Juste un mot, donc on va profiter de la présence de Camille qui va intervenir derrière. Et notamment donc, par rapport à Chevrette de France, on a une vidéo qu'on va vous présenter aujourd'hui. Vidéo qui a été réalisée dans le cadre donc, du Caprinov 2025 pour la soirée internationale, mais également pour la filière française Caprine. Donc on va pouvoir la diffuser. Je tiens à remercier l'ensemble des personnes présentes aujourd'hui pour la filière Caprine. Alors évidemment, on profite aussi du fait qu'il n'y ait pas de bovins cette année pour que notre filière soit mise en avant. Hier, c'était la filière ovine avec une centaine de personnes présentes. Et donc, il faut qu'on continue cet événement. C'est important pour notre filière départementale. Il ne faut pas oublier que le caprin existe et qu'il faut le développer. Donc, je lance la vidéo Chevrette de France. Voilà. Pourquoi choisir Chevrette de France? Aujourd'hui, c'est un moyen pour tous nos éleveurs de revaloriser les animaux de bonne valeur génétique qui sont présents dans leur élevage. Et nous, ça nous permet ensuite de les proposer à la vente pour assurer l'installation dans nos futurs projets d'exploitation. L'avantage pour un client extérieur d'acheter des chevrettes via la filière Chevrette de France, c'est d'avoir un lot homogène, d'avoir des animaux de qualité qui font un poids objectif à un âge, avec que les éleveurs n'arriveraient pas à trouver dans les élevages en faisant du picking un petit peu partout. Ce qu'on met en place pour la bonne conduite de l'élevage des chevrettes, c'est déjà un suivi permanent journalier. C'est matin, midi et soir, surveiller déjà la bonne santé, la bonne alimentation. Pour pouvoir envoyer les chevrettes de France, on a mis un protocole en place, on a même plusieurs protocoles. Premièrement, on retire les chevrettes directement à la naissance pour éviter tout risque de contamination. On a la stérilisation du colostrum, on a la désinfection du nombril et des boucles, et on a une pesée à la naissance pour tout de suite avoir des poids de référence. Nos naisseurs, c'est que des éleveurs qui sont dans le schéma de sélection, c'est-à-dire qui sont intégrés dans la structure CapGen. Donc c'est des gens qui font de l'IA, qui sont contrôle laitier. Et ces animaux-là donc, arrivent avec un potentiel génétique supérieur à ce que vous pouvez retrouver dans la population caprine sur le secteur Grand Ouest. Et ensuite, ces animaux-là sont proposés à des jeunes qui souhaitent s'installer et on encourage également à ce qu'ils continuent la valorisation génétique. Donc c'est souvent des futurs éleveurs qui deviennent des naisseurs pour Chevrette de France demain. Aujourd'hui, nous sommes capables de livrer des animaux, tant en race alpine qu'en saanen, ce qui permet de répondre à toutes les demandes nationales et internationales en chevrette. C'est surtout partir avec de bonnes bases. Je me rappellerai toujours qu'à ma première année, quand j'ai commencé, mon tuteur qui me suivait, qui lui faisait sa dernière année, il m'a dit, tu vois, j'ai mis 30 ans à atteindre ce niveau génétique que toi, ton troupeau a dès la première année. Donc ça m'a marqué et en effet, aujourd'hui, au bout de 2 ans, je me retrouve avec des niveaux génétiques intéressants et même des animaux qui partent du coup au schéma national. Ah ben, je pense qu'on peut applaudir quand même parce que c'était vraiment une belle vidéo et merci Camille en tant qu'actrice du coup. Voilà, donc je pense qu'il faut quand même rappeler qu'aujourd'hui toutes les entreprises présentes ici, c'est la génétique, c'est la nutrition animale, c'est tout le conseil en élevage, le contrôle laitier et à un moment donné il faut arrêter de faire croire aux éleveurs que sans ces organismes-là, on va y arriver. On n'est pas là pour rien et la preuve aujourd'hui, la génétique fait partie du développement caprin, mais bovin et ovin, et il ne faut pas l'oublier, donc voilà.
Merci à tous, on peut continuer maintenant. Et je laisse la main aux intervenants. Alors, je vais demander à Alexis et Camille de s'installer. Avec Clotilde, on va se présenter très rapidement. Donc, je suis Mégane Gonzalez, je suis conseillère en élevage caprin chez Synovia. Ah oui, c'est vrai. Et avec Clotilde qui va se présenter également, on va faire une interview de nos jeunes installés pour promouvoir les jeunes dans le milieu caprin. Et puis, on l'espère, donner envie aux jeunes de s'installer derrière. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Clotilde, je travaille chez Gène Diffusion, donc coopérative de repro. Voilà, moi aussi, toute jeune dans la filière. Et aujourd'hui, on a voulu mettre les jeunes à l'honneur pour montrer que c'est possible de s'installer et qu'il y a de l'avenir aujourd'hui dans la filière caprine. Alors, on va vous demander de vous présenter chacun votre tour, de présenter votre exploitation et de dire ce qui vous passe par la tête pour présenter votre métier. Et on vous laisse décider qui commence. Alors bonjour, moi c'est Alexis Lucas, installé depuis le 1er juin 2022 sur la commune de la Gobrotière en Vendée. Alors je me suis installé à la suite de mon papa parti en retraite le 31 mai 2022 avec mon oncle et associé Thierry Lucas. On est sur une exploitation en alpine, 850 chèvres en traite sur une moyenne annuelle, avec également 300 chevrettes de renouvellement et environ 300 chevrettes pour Chevrettes de France ou un petit peu à côté. On est sur une exploitation en polyculture élevage avec une centaine d'hectares à côté. Sur le lait, on est aux alentours des 1100 kg, avec des TB à 42 et des TP à 35-36. On fait de l'insémination artificielle depuis le début. Alors sur la ferme, l'historique, c'est depuis 2000, l'installation de Thierry, ça a été la mise en place de l'atelier caprin. Donc commencer avec 300, puis 600 et maintenant 800. On est sur cette année 314 chèvres inséminées avec un taux de réussite de 59% sur cette année. Camille, à ton tour. Bonjour. Camille Plançon, moi je suis installée à Saint-Fulgent. Donc depuis mai 2022, je suis hortière familiale. Donc j'ai repris une ferme qui était en vache laitière. On a tout réaménagé pour passer en chèvre. Donc il y a eu 18 mois de travaux et j'ai rentré en système pépinière via Chevrettes de France l'entièreté de mon troupeau. Donc on a commencé la production de lait en septembre 2023, vu que je suis 100% désaisonnée. Donc aujourd'hui, on est à 285 chèvres, ration sèche avec foin de graminées, foin de trèfle. Produit sur la ferme, donc j'ai 45 hectares, donc très peu de céréales. Pour la production de lait, on fait 983 kg par chèvre et on a un renouvellement de 35%, 96 à l'IA.
contrôle laitier officiel et Capgen. Alexis. On est désolé, on a 2 Alexis aujourd'hui, mais on va s'y retrouver. Alexis, GAEC les Brigadières, Saint-Hilaire-le-Vouilly, 32 ans. Je suis installé depuis le 1er janvier 2020 en cadre familial avec mon père et mon frère. On a un atelier caprin de 760 chèvres de race Saanen en moyenne, en ration humide, une production d'environ 1000 kg par chèvre avec un TB à 42 et un TB à 34, pardon. Un taux de renouvellement qui avoisine les 30%, avec de l'IA qu'on fait depuis 2020, car on avait arrêté, et suite à un mycoplasme, on a repris, et on a un taux de réussite d'environ 66%. Du coup, voilà. Est-ce que tu peux nous préciser un petit peu ton parcours professionnel ? J'ai démarré avec un bac technologique. Ensuite, j'ai fait un BTS Axe en apprentissage. Et ensuite, j'ai fait un CS Caprin. Et après mon parcours, la chèvre m'a toujours intéressé parce que c'était sur l'exploitation, l'habitude de travailler sur l'exploitation. Et voilà. Et quelle autre production aurait pu t'intéresser à côté, ou non, le caprin était une évidence pour toi? À côté, la vache allaitante m'intéresse. J'ai oublié de le dire, mais on a un atelier de 110 mères en race limousine, label rouge. Et voilà. Camille, à ton tour. Toi, quel a été ton parcours professionnel et qu'est-ce que tu préfères aujourd'hui dans ton métier? Alors, moi, j'ai fait aussi les formations agricoles, donc Bac Pro CGEA, BTS Axe. Et derrière, je me suis spécialisée plutôt dans la volaille, donc CS avicole. Et j'ai fait 10 ans de para-agricole dans différentes conseils, commerce, formations. Et suite à des projets d'installation qui n'ont pas fonctionné, j'ai voulu découvrir d'autres filières. Et via mon travail chez Agria, j'ai découvert la production de caprin, production de lait. Et je suis tombée amoureuse de la chèvre. Donc suite à ça, j'ai toujours voulu m'installer, donc j'ai créé mon projet. Et aujourd'hui, ce que je préfère, c'est être auprès de mes chèvres, voir leurs bêtises, leurs joies, et les avoir à la traite et les avoir toujours avec moi. Alexis? Alors moi, par contre, j'ai pas de formation dans l'agricole. J'ai un bac pro mécanicien agricole. J'ai travaillé pendant 5 ans au sein d'une CUMA vendéenne, aux épaisses. Je suis revenu en 2020, juste avant la période de Covid, sur l'exploitation, en voulant partir à l'étranger en exploitation, projet qui n'a pas abouti avec les contextes qu'on a pu connaître. Et par la suite, un an du coup à travailler sur l'exploitation, la fête de l'agriculture, où j'étais dans le comité d'organisation l'année d'avant, qui m'a permis d'être avec des jeunes installés, tout au long d'une année. Je me suis dit pourquoi pas moi. Il y avait la deadline de papa qui partait en retraite, et le projet de fil en aiguille s'est fait de reprendre les parts de mon papa qui partait en retraite. Tu nous as dit que tu avais travaillé sur l'exploitation avant de t'installer. Est-ce que tu peux nous préciser un peu le parcours de l'installation, comment ça s'est déroulé? Alors j'ai été salarié sur l'exploitation pendant 2 ans, tout avec le temps que je pouvais passer aussi avant en étant fils d'éleveur, que ce soit mon papa ou ma maman, j'étais très souvent sur l'exploitation. Et le parcours installation, moi je me suis installé avec une installation aidée DJA,
Ça a été un parcours d'1 an avec des formations comptabilité, parce qu'en étant mécanicien agricole, toute cette partie gestion d'entreprise, c'est des choses que je n'avais pas. Et le parcours s'est fait naturellement avec le SPI, l'aide à l'installation et avec entouré de tous nos organismes qu'on a autour de l'exploitation, que ce soit comptabilité, banque et les organismes à côté. Est-ce que tu as une personne qui t'a marqué pendant ce parcours? Ou ça a été un ensemble d'accompagnements qui t'ont permis d'atteindre ton but? Non, je pense que ça a été, oui, un ensemble qui m'a permis de m'installer. Comme j'ai dit, c'est pas une personne, ça a vraiment été le fait, pendant l'année 2019, d'avoir des réunions toutes les semaines, ou peut-être un petit peu moins, sur la fête de l'agriculture, avec des jeunes installés de différentes productions, qui m'a permis de voir que oui, il y avait encore de l'avenir dans l'installation, dans différents domaines, et notamment dans la chèvre. Est-ce que, Alexis, tu partages l'avis d'Alexis du fait que vous ayez eu tous les deux une installation dans un cadre familial? Ou est-ce que tu as eu un parcours un petit peu différent au niveau de l'installation? Moi, pour la petite histoire, j'ai essayé de m'installer en 2015. Ça a échoué suite à un échec sur le foncier. Pour moi, je pense que l'important, c'est quand on en a besoin, c'est le foncier, qui peut être difficile des fois à trouver. Ensuite, je regrette pas, parce que l'opportunité que j'ai eue en 2020 est bien meilleure que celle de 2015. Et voilà, après, j'ai exactement le même parcours, le SPI, l'installation aidée, ça se fait naturellement. Après, moi, j'avais les compétences un peu plus en comptabilité gestion. Et c'est tout. Après, voilà, on apprend de son parcours. Et puis, voilà. Et du coup, je vais poser la question à Camille. Du coup, vu que tu t'es installée hors cadre familial, je pense que pour toi, ça s'est passé un peu différemment. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Alors, pour moi, tout ce qui est partie CDOA et chambre, ça a été très facile. Je l'avais déjà fait dans mon premier projet d'installation quand je voulais m'installer en volaille. Donc, ça a été la continuité de cette partie-là. Ce qui me manquait, moi, c'était l'expérience professionnelle auprès des chèvres. Alors, la chance, c'est que via mon métier dans le para, j'avais des contacts. Et en fait, c'est 3-4 éleveurs qui m'ont ouvert leurs portes, qui m'ont ouvert leurs fermes et qui m'ont permis de venir prendre des expériences le week-end, la semaine, sur des tâches particulières, sur la traite, sur les IA, sur les mises bas et voir leur fonctionnement. Ça a été des échanges avec bien d'autres qui m'ont permis de construire mon projet, savoir ce que je voulais dans mon bâtiment, sur mon troupeau, et c'est ce qui me permet d'être là aujourd'hui. Et aujourd'hui, quel conseil tu donnerais à un jeune qui veut s'installer? Ou peut-être, toi, qu'est-ce que tu ferais différemment dans ton parcours? Alors, si j'ai un conseil, faut être curieux, faut aller voir, faut échanger. Il y a plein de choses à voir chez tout le monde, des choses qui sont bien, des choses que nous-mêmes, on n'apprécie pas et qu'on ne veut pas répéter sur notre structure. Mais si on ne le voit pas, on ne s'en rend pas compte. Donc il faut prendre le maximum d'expérience partout. Pour ma part, est-ce que j'ai des choses à changer? Je ne suis pas sûre. On évolue encore, on avance, mais comme j'ai envie de le faire, donc ça me va. Alexis? Pour ma part aussi, les choses à changer en 3 ans d'installation, j'en ai pas forcément, c'est progresser encore. Moi, sur l'exploitation, j'ai encore énormément de choses à apprendre, surtout sur la partie caprine. Et sur le reste, non, je vois pas forcément autre chose à part réussir à transmettre. Et sur la partie installation, je suis d'accord avec Camille, où c'est être curieux. Et pour moi, c'est aussi bien s'entourer.
Alexis, est-ce que tu es d'accord avec tes deux collègues? Oui, je suis d'accord. Je rajouterais peut-être avoir confiance en soi et pas toujours douter de nos choix. Car si on est curieux, on arrive à acquérir de l'expérience, des choses, et derrière, faut oser. Et après, si on regarde un peu plus au niveau de la formation, est-ce que vous continuez à vous former ou non, c'est quelque chose que vous n'envisagez pas? Alors, pour ma part, sur la partie chèvre, je suis bien conseillée, bien appuyée. Donc, en fait, c'est de la formation continue auprès des professionnels extérieurs qui interviennent dans l'élevage. Donc, il faut savoir bien les choisir et puis de prendre ce qui nous correspond. Après, moi, je suis clairement une bille sur la partie terre et culture. Donc, j'ai tendance à aller plus me former sur des vraies formations de la chambre sur cette partie-là. Moi, c'est à peu près pareil. Sur la partie caprine, on est assez bien entouré par nos partenaires. Ensuite, sur l'exploitation, on a chacun nos postes, culture, vache allaitante, caprin. Ensuite, on a une salariée et une apprentie. Et la semaine dernière, j'ai fait une formation pour le management. Voilà. Je veux dire, on se forme toujours, pas forcément sur l'atelier caprin, mais voilà. Ben, la même chose, moi je me suis installé à l'aide d'une VAE et la VAE elle continue tout le temps en fait. Validation acquis en entreprise, le fait d'être entouré, ben, moi par mon associé ou ma maman qui est salariée depuis plus de 20 ans sur l'entreprise, c'est des choses où on apprend tous les jours. Alors les formations, c'est vrai que moi personnellement je prends pas forcément le temps de les faire. Mais il y a énormément de formations comme celle qu'Alexis a faites qui peuvent intéresser pour continuer à se développer et avancer dans la continuité de l'entreprise. En ce qui concerne votre élevage, quels sont vos objectifs actuels, la ligne directrice que vous êtes mise pour votre atelier ou votre exploitation? Et est-ce que vous avez des projets futurs pour l'exploitation, même à 5-10 ans? Comment vous vous voyez un peu plus tard? Moi, mes objectifs, ils sont simples. Là, on a atteint notre rythme de croisière. On ne veut pas augmenter plus. C'est maintenir ce niveau de production, améliorer la qualité du lait et vivre de son métier, tout simplement. Et les projets dans les 10 ans à venir, c'est bien réussir le départ des associés à la retraite. Voilà, c'est tout. Pour ma part, les objectifs, c'est de réussir à maintenir la croissance de mon troupeau, parce que je suis en 3e année. L'objectif, c'est de monter à 312 chèvres, donc on devrait y arriver l'année prochaine. Après, ça va être de réussir à se mécaniser pour gagner du temps de travail, parce qu'aujourd'hui, j'ai fait le choix de ne pas mécaniser, et du coup, c'est très gourmand en main-d'œuvre. Et c'est un investissement au mois de juillet prochain de risoler l'entièreté de la toiture pour le bien-être animal des chèvres. Cet été, c'est monté à 42 degrés, c'est pas possible pour des ruminants. Ben, moi, l'objectif à court terme, ça va être de remplacer notre salarié qui fait bien plus qu'une salariée, qui est ma maman, qui part en retraite en avril 2027. S'il y a du monde qui cherche du salariat, n'hésite pas à venir me voir. Et c'est aussi continuer le développement avec que ce soit autant sur la technologie au sein de l'exploitation, ou l'autonomie fourragère, où c'est plus ma partie sur l'exploitation. Essayer de gagner là-dessus et surtout garder le niveau génétique qu'on a à l'heure actuelle et le niveau de lait. Alexis, tu disais qu'aujourd'hui, un de tes objectifs, c'est de pouvoir vivre de ton métier.
vous, maintenant ça fait plusieurs années que vous êtes installés. Est-ce que dès votre installation, vous avez pu vous sortir un salaire correct ou ça a pris un petit peu de temps pour se mettre en place? Dès mon installation, j'ai réussi à me sortir un salaire. Après, je suis arrivé dans une structure qui était déjà bien installée. Mais forcément, plus les années passent, plus il y a possibilité d'améliorer son salaire si les résultats sont là, bien sûr. Alors, pour ma part, je pense que la filière Caprine, elle se porte plutôt bien quand on travaille bien. Donc, dès ma première année, j'ai pu me sortir un salaire et à la deuxième année, j'ai pu prendre un salarié à temps plein. Alexis? Pareil sur l'exploitation, comme Alexis, sur une exploitation familiale où moi je suis arrivé, le rythme de croisière était déjà en place. J'avais juste la reprise à faire. L'objectif c'était surtout de justement avoir du confort, amener sur l'exploitation cette partie liberté aussi à côté, où quand on est jeune agriculteur, pour moi, il est fini le temps où il y avait tous les jours, toute l'année, pas de vacances, tout ça. Pour moi, pour installer des jeunes, il faut avoir du temps aussi à côté. On a tous des activités, tous des conjoints ou conjointes qui ont besoin de temps aussi. Donc j'ai essayé d'apporter cette partie-là en emmenant de la robotisation au niveau de l'alimentation et en réorganisant le planning d'astreinte et de semaine. Tu parlais de l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle. On sait qu'actuellement, c'est ce qui est recherché et ce qui se comprend pour les personnes qui se mettent à travailler. On pense notamment aux jeunes qui ont peur lors de l'installation du temps que ça peut prendre. Qu'est-ce que vous avez mis en place ou comment ça a pu se mettre en place pour avoir cet équilibre? Ou est-ce que vous êtes encore en train de chercher cet équilibre vie pro, vie perso? L'atelier Caprin prend du temps, ça c'est pas une surprise. Nous, ce qu'on a mis en place, c'est des roulements le week-end avec le salarié et puis l'apprenti. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Après, on n'arrive pas non plus à avoir 5 semaines de vacances. Hein. Alors, pour moi, c'est plutôt mon point faible. Aujourd'hui, ça me prend 70 heures par semaine et j'ai quasiment pas de week-end. Si j'en ai 2 par an, je suis contente. Après, j'ai fait le choix de prendre ma femme en salarié, donc c'est un choix de couple et un choix de vie d'y être quasiment tous les jours. Donc après, c'est comme ça, on l'a décidé. Hein. Si je prends un autre salarié, en effet, je pourrais avoir plus de week-ends, mais on a préféré d'être à 2 en famille. Et moi, sur l'exploitation, vu qu'on est 4, 2 associés, 2 salariés, ça a été moi, le maître mot à mon installation où la partie vie familiale, loisirs haute à côté prenait déjà de la place dans ma vie avant et je voulais pas forcément perdre ces plaisirs-là. Et donc on a un roulement à 2 associés où on travaille un week-end sur 3 et les salariés un week-end sur 6. Eh bien, merci beaucoup. Est-ce que vous auriez chacun quelque chose à rajouter, quelque chose dont on n'en avait pas parlé, pour clôturer? Un mot de fin. On va rechercher des jeunes pour les remplacer des générations qui vont partir à la retraite. Donc, venez découvrir le Caprin et venez vous installer, on en a besoin. Comme dit Camille, la chèvre, c'est une production qui se porte plutôt bien à l'heure actuelle. Soyez curieux, venez à notre rencontre, on est toujours là pour en parler.
Soyez curieux et venez découvrir ces petits animaux qui demandent de l'occupation et de l'élevage. Moi, je dirais qu'il faut aimer la chèvre et elle nous le rendra. Eh bien, parfait mot de fin d'Alexis. On vous remercie. Et puis, on va passer à table. Voilà.